Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très honorés d'être là à l'invitation de Jacques Millard. Je suis Renaud Girard, je suis reporter de guerre au Figaro et tous les mardis, je publie une chronique d'affaires internationales dans ce bon journal du matin. Alors j'ai autour de moi Jacques Sapir, en passant juste, qui est à la droite de Jacques Millard, qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et spécialiste de la Russie. J'ai à côté de moi, à ma gauche, François Nicoulot, qui est sans doute le meilleur spécialiste du dossier nucléaire iranien en France, en tout cas, qui a été ancien ambassadeur là-bas, et que nous lisons toujours avec plaisir dans le Figaro, dans Le Monde, enfin, c'est un très grand expert du dossier nucléaire iranien. À ma droite, j'ai Loïc Henking, qui a été ancien ambassadeur à Rome, ancien secrétaire général du Quai d'Orsay. À sa droite, Jean-Pierre Lafont, qui était notre ambassadeur en Chine, et qui aussi a été secrétaire général du Quai d'Orsay. Alors, le thème d'aujourd'hui, pour une politique... Ah, mon ami Pierre Conessa, excuse-moi Pierre, que je connais trop bien, qui a écrit un livre essentiel en stratégie qui s'appelle « La fabrication de l'ennemi ». Je recommande sa lecture, qui est un livre essentiel pour comprendre les relations internationales et la géopolitique des 30 dernières années, les 40 dernières années, et qui, ancien élève de l'ENA, qui est un spécialiste des questions stratégiques internationales. Alors, pour une politique indépendante, effectivement, la question se pose, parce que quand le général de Gaulle est revenu aux affaires en 1958, tout le monde se souvient que, le livre de Mme Elgey le rappelle, qu'il a réglé par ordonnance toutes les questions économiques et sociales en suspens. C'était un des plus grandes blitzkrieg administratives de l'histoire de France, et avec un grand succès. Mais ce dont on se souvient moins, c'est que dès le début de son arrivée aux affaires, quand il était pendant 6 mois à Matignon, il s'est aussi intéressé aux affaires étrangères pour rétablir immédiatement une politique indépendante. C'est la publication du mémorandum. Pour lui, la France doit être à égalité avec les États-Unis et la Grande-Bretagne dans la gestion des affaires de l'Occident. Les Américains lui ont répondu poliment qu'ils ne jouaient pas tout à fait dans la même cour, et c'est pour ça qu'il a ensuite développé une politique indépendante qui s'est traduite tout de suite après par l'invitation à Colombey du chancelier Adenauer. Donc aujourd'hui, où l'on pense en France, où la priorité nous semble d'être de rétablir notre économie et nos comptes sociaux, eh bien, l'interrogation pour une politique indépendante n'est pas dénuée d'intérêt. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on peut faire les deux ensemble, comme l'a fait le général de Gaulle en 1958. Alors, quels sont les problèmes aujourd'hui? A-t-on une politique indépendante et peut-on en avoir une? Sur différents dossiers. Alors, il y a le dossier iranien, évidemment. Est-ce que la France aurait pu être honest broker, intermédiaire sincère entre l'Iran et l'Amérique? C'était son rôle naturel. J'avais d'ailleurs milité pour ça en 2007, pour qu'elle le fût. Ça a été torpillé par les néoconservateurs du Quai d'Orsay ou de l'Élysée, même plus particulièrement. Et le rôle a finalement échu au sultanat d'Oman.
Sur la Russie, peut-on considérer que nous avons une politique indépendante? Peut-on considérer que nous suivons la politique initiée par Sadi Carnot? Est-ce que nous suivons la politique d'équilibre inspirée par le général de Gaulle, ou est-ce que nous avons abandonné notre politique par alignement? Nous aurons des réponses, que nous avons des spécialistes de la Russie ici. Ensuite, la question de l'Asie. Il y a un expansionnisme maritime chinois préoccupant en Asie, en tout cas qui préoccupe un grand nombre de pays du sud-est asiatique. La France a joué un rôle en Asie, même un rôle assez important, parce que vous vous souvenez que c'est à Paris que s'est négociée la paix au Vietnam, les accords de Paris de 72. Est-ce que, aujourd'hui, il y a encore une politique de la France en Asie? Est-ce que sa voix est encore entendue ou pas? Voilà trois voies possibles. Il y a aussi, évidemment, la question de notre politique européenne. Avons-nous encore une politique indépendante ou suivons-nous une sorte de consensus mou qui s'établirait à Bruxelles? Nous essaierons de trouver les réponses à tout cela. Nos interventions, les interventions de nos invités ne dureront pas plus de 5 minutes pour laisser ensuite la parole, le débat et la parole à la salle. Je donne la parole donc pour 5 minutes à François Nicolot pour nous parler de la politique française à l'égard du problème iranien. Servons-nous encore à quelque chose sur cette question, monsieur l'ambassadeur? Merci. Mais monsieur le bourreau, je demanderais peut-être 1 ou 2 minutes de plus, mais enfin voilà. En tous les cas, pour être sûr de pouvoir faire passer mes idées en 5 ou 6 minutes, je vous livrerai à la fois mon introduction et ma conclusion. En introduction, quand même, je voudrais dire qu'en écoutant les orateurs et en écoutant les intervenants dans la salle, j'ai le sentiment que chacun considère qu'une politique indépendante de la France est celle qui correspond au vu de l'orateur. Mais il peut y avoir en fait une politique indépendante qui serait critiquable, qui serait différente de celle qu'on espère. Hein. Et je note également qu'en donnant au colloque le titre « La France peut-elle retrouver une diplomatie indépendante ?» il y a un léger biais cognitif quand même, parce que ça oriente la discussion sur le fait qu'il n'y a plus de politique indépendante voilà, de la France. Pour ma part, en ce qui concerne donc le Moyen-Orient, l'Iran et tout ce qui l'entoure, je serais tenté de démontrer, et c'est là où j'en arrive, c'est donc ma conclusion que je vous dévoile sans attendre, qu'il y a une politique qui est certainement critiquable, que je critique très volontiers, mais je dois lui reconnaître une certaine cohérence. Cette politique arabe de la France, pourrait-on dire, s'inscrit dans une longue tradition. Elle est finalement assez conforme à une longue tradition. Dans cette tradition, il y a d'abord déjà la présence dans la région. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a quelques années, on considérait que le Moyen-Orient devenait une province sans intérêt, que le centre des intérêts mondiaux allait se déplacer vers l'Asie. En fait, avec les crises actuelles, on s'aperçoit que pour le Proche et le Moyen-Orient constitue vraiment une plaque tournante mondiale, un global hub, comme diraient les Américains, un lien précisément, parce qu'il fait le lien entre l'Orient et l'Occident, et pour exister dans le monde, il faut exister dans cette région, et les Américains, malgré leur mouvement de pivot vers l'Asie, maintiennent encore dans cette région 35 000 hommes, ils ont des bases dans chacun des pays de la région, et la France, se posant en puissance, a décidé effectivement d'être présente dans cette région. On l'a vu notamment avec sa présence, la création d'une base, on s'en souvient, dans les Émirats arabes unis.
la diplomatie française, la diplomatie du président Hollande s'inscrit donc dans cette tradition. Elle ne fait pas exception à la règle et on peut considérer, là encore, on peut la critiquer, je la critiquerai, qu'elle a quand même une boussole. La diplomatie française a fait des choix assumés. Ces choix n'attaquent pas frontalement les choix américains, mais ils s'en distinguent quand même assez nettement et par glissement progressif, la France, qui avait fait le choix en 2007 de coller aux Américains, s'est retrouvée assez paradoxalement dans son rôle traditionnel d'allié un peu rétif, un allié qui a tendance à semer un peu du poil à gratter dans tous les dossiers. Ça se voit sur l'Iran, sur la Syrie, sur l'Irak et sur l'attitude à l'égard des monarchies de la péninsule arabique. Ce qui est intéressant, en effet, Renaud l'a indiqué, cette décision en faveur de coller aux Américains, elle correspond bien au fond à une relève de génération dans la diplomatie française qui a accompagné la montée de la puissance de la diplomatie multilatérale avec la victoire de l'Amérique sur le monde libre et sur le communisme. Et ça a été les années de formation de la génération qui tient véritablement les commandes de cette diplomatie. Il est noté qu'elle a par exemple très mal vécu, enfin ce noyau néoconservateur, comme l'a décrit, un terme que je reprends bien volontiers, a mal vécu sur le moment la non-participation française à la deuxième guerre du Golfe. Voilà, et donc elle est bien entrée en résonance, si je veux dire, avec Nicolas Sarkozy, qui voulait en finir avec le gaulo-mitterrandisme, et lui-même, Sarkozy, était bien en résonance avec George Bush, qui était l'incarnation de l'Amérique dont il rêvait, l'Amérique des barbecues, des chemises à carreaux et des grands espaces. Bon, mais alors il y a eu, ce qui a un peu l'ironie de l'histoire, c'est qu'est arrivé Obama, qui était au fond un patricien de la côte Est, plus européen d'une certaine façon qu'américain, et donc les Français qui ont continué à coller un peu à la vision du monde de George Bush, se sont retrouvés un peu déstabilisés par cette nouvelle ligne. Ils se sont retrouvés plus américains que les Américains, en quelque sorte plus papistes que le pape, plus royalistes que le roi. Voilà. Mais l'arrivée de François Hollande et de Laurent Fabius a très peu fait bouger les lignes, même si le style a changé. Il y a une fébrilité qui dégradait beaucoup les messages que nous voulions faire passer, qui a disparu. Mais sur le fond, il y a une bonne symbiose des nouveaux arrivants en 2012 avec les diplomates aux commandes qui s'adaptent aisément aux nouveaux venus. Et c'est vrai, enfin, les nouveaux venus, donc François Hollande, Laurent Fabius, arrivent avec la conviction qu'il faut tenir à bout de gaffe l'Iran, veiller aux intérêts d'Israël, aux intérêts bien compris d'Israël, donc en s'opposant éventuellement à la ligne du gouvernement et en poussant à la nécessité d'une solution durable aux problèmes palestiniens et puis maintenir une bonne relation traditionnelle avec le Liban, l'Égypte, les monarchies du Golfe. Voilà. Donc là, on retrouve en quelque sorte une ligne traditionnelle, la ligne traditionnelle de l'avant, la politique arabe de la France. Déjà, on lui reprochait d'être pragmatique, d'être cynique. Moi, je me souviens d'une caricature américaine à l'époque du général de Gaulle qui montrait le général de Gaulle prosterné devant un puits de pétrole. Voilà, tout était dit par cette image qui a vu à l'époque un immense succès. Nous avons fait ensuite le choix de Saddam dans les années 75 parce qu'il apparaissait comme le nouveau pivot du monde arabe avec notamment sa puissance pétrolière. Avec l'arrivée de Mitterrand, la présence de Chesson a continué cette politique arabe. C'était vraiment le grand moment de la politique arabe, du soutien à Saddam contre l'Iran, notamment contre sa guerre Irak-Iran. Bon, il y a eu un intermède, probablement avec l'arrivée de Roland Dumas, qui était plus sensible à l'importance de l'Iran. On a voulu rectifier cette politique, et même Chirac, quand il est arrivé aux affaires, donc à la présidence de la République, bon, c'était un homme du monde arabe, c'est très clair, mais il était malheureux de la crise avec l'Iran, de la crise nucléaire. Il a cherché des solutions. Tout ceci a été balayé, comme je l'ai dit, par l'arrivée de Nicolas Sarkozy, on a collé donc à George Bush à l'époque, et voilà comment on est arrivé à peu près à la situation d'aujourd'hui.
Donc, le soutien, le nouveau pivot du monde arabe aujourd'hui, avec l'écroulement de différents points que l'on connaît bien, au fond, ce sont les monarchies pétrolières du Golfe Persique. C'est à celle-là que l'on s'attache, si vous voulez. Et on a fait le choix d'un soutien pragmatique, hein, on pourrait dire cynique, mais c'est un reproche qui a toujours été fait à la France. Hein. À l'époque du général de Gaulle, à l'époque de l'alliance avec Saddam, on le refait aujourd'hui. C'est vrai, on ne parle pas beaucoup de droits de l'homme quand on se déplace en Arabie Saoudite ou dans les autres monarchies du coin. Mais voilà, on fait un pari qui correspond bien, qui se rattache bien à une très très longue tradition française. C'est le pari qui est en cours. Donc, comme je le disais, politique cohérente, critiquable. Ce n'est pas celle que j'aurais rêvé d'une politique plus fine, effectivement, où on aurait essayé d'être allié avec tout le monde, on aurait joué un rôle de contact avec l'Iran, de médiateur. C'est dommage que ce soit finalement le Oman qui recrée le lien entre l'Iran et les États-Unis en instaurant une diplomatie secrète. C'est un rôle qu'on aurait pu jouer. On n'a pas voulu jouer, c'est un choix qu'on a fait. Mais, j'allais dire, ce choix est peut-être moins fin, effectivement, que le choix d'Obama, qui, au fond, a compris que être vraiment une grande puissance, c'est, au fond, s'efforcer d'être ami avec tout le monde. Quand on peut s'adosser à sa puissance, c'est le moment, il faut essayer de négocier et de trouver des solutions avec tout le monde. On a fait un choix différent, c'est celui avec lequel on est confronté aujourd'hui. Merci. Merci d'avoir tenu le temps. On peut regretter effectivement que une politique à l'égard maintenant d'une autre région, la Russie, on peut regretter peut-être le manque d'une politique française depuis 15-20 ans à l'égard de la Russie, d'une politique spécifique. Certains observateurs ont dit que si le président Hollande était allé à Sotchi en janvier 2014, lors des célébrations des Jeux Olympiques d'hiver, comme d'ailleurs le président Xi Jinping, qui est aussi un homme occupé, y était allé, et qu'il lui avait dit Vladimir, félicitations, tout ça est magnifique, bravo d'avoir stabilisé le Caucase, mais si tu avais, sache que Sébastopol, ce sera toujours à toi, sache que l'OTAN ne sera jamais en Ukraine, sache que le russe sera toujours parlé en Ukraine, et simplement nous n'intervenons pas, tu n'interviens pas dans cette scène intérieure ukrainienne. Beaucoup de gens me disent qu'il aurait pris ce deal. Donc enfin, c'est peut-être dommage de ne pas avoir essayé, mais peut-être que Jacques Sapir, à qui je vais donner la parole, a une idée là-dessus. Jacques, vous avez la parole pour 5 minutes. Merci beaucoup. Bien, effectivement, le problème de la politique indépendante, de la politique étrangère de la France et de son indépendance se pose de manière très visible sur la question de la Russie, mais c'est quelque chose qu'il faut, d'une certaine manière, remettre dans un contexte général où nous sommes partie prenante d'une dérégulation, mais alors au sens, je dirais, littéralement étymologique, d'une déréglementation de l'ensemble des relations internationales et, en un sens, aussi c'est très important, la confiance qu'un acteur extérieur peut accorder à la politique française est aujourd'hui bien plus faible, et nous sommes dans une position bien plus fragile que la position où nous étions en 1986-1987, même avec l'erreur que Mitterrand a fait en 89-90 sur la possibilité d'un coup d'État en Union soviétique, malgré tout, nous avions encore un rôle nettement plus important. Alors, je vais vous expliquer, ou essayer de vous expliquer cela à travers quelques points. Le premier point, c'est qu'il faut comprendre que la période actuelle, et la période au sens historique du terme que nous vivons, elle n'a pas commencé en réalité au moment où l'Union soviétique se défait, elle commence 10 ans après.
il y a un espèce d'entre-deux. On est entre la situation de l'ancienne guerre froide, la situation des blocs, on n'est pas encore dans la situation nouvelle, et dans cet entre-deux, malheureusement, la France va être partie prenante d'un processus de rupture progressive de l'ensemble des règles qui encadraient les relations internationales. Alors, on en a eu un exemple avec le Kosovo, on a un deuxième exemple avec l'intervention américaine de 2003 en Irak. Il y a aussi évidemment la manière dont le mandat des États-Unis des Nations Unies a été interprété sur la question de la Libye en 2011, mais tout ceci a construit un cadre par rapport auquel, évidemment, les responsables russes, et ce n'est pas simplement la personnalité de Vladimir Poutine, il faut arrêter de personnaliser la politique étrangère comme on le fait actuellement. C'est d'une stupidité rare. Bon, il faut comprendre que quand on parle à la Russie, on parle à des gens qui, non sans quelques conflits entre eux, mais qui ont globalement une vision relativement unifiée du monde qui les entoure. Donc on est dans une situation de déréglementation ou de dérégulation du monde, et évidemment, ceci a des conséquences extrêmement importantes sur la Russie. Le deuxième point important, c'est que un nouveau stade a été franchi depuis environ 18 mois. C'est le fait que maintenant, même la réglementation économique internationale, qui n'était pas nécessairement bonne, j'ai beaucoup de critiques à faire par rapport à l'OMC, mais au moins existait un cadre réglementaire qui était admis par tous. Ce cadre a été pulvérisé par deux actions qui ont été menées par les États-Unis, l'action contre Paribas, mais aussi l'action contre la société Alstom, et qui aboutissent à créer une extraterritorialité de la loi américaine. Or, ceci est couplé évidemment avec la pression que les États-Unis font sur toute une série d'agences de notation, aboutit à faire exploser le cadre réglementaire de la globalisation ou de la mondialisation, comme nous disons en français, car aujourd'hui, non seulement les entreprises ne se sentent plus libres d'intervenir dans évidemment des cadres internationaux, mais parce qu'elles ne connaissent pas le cadre qui leur sera appliqué, non seulement elles ne se sentent plus libres d'investir et pas simplement d'intervenir de la même manière, mais surtout parce que nous allons voir que le grand marché obligataire mondial, marché tant des obligations souveraines que des obligations dites corporate, va exploser. Et on va aboutir à une renationalisation extrêmement rapide du principe des dettes. Alors, par rapport à cette question, évidemment, la réponse naturelle de la politique étrangère française aurait été à la fois de se battre pour réimposer des règles qui soient acceptées par tous, mais aussi de servir d'intermédiaire entre ces blocs en gestation, qui ne sont pas encore complètement constitués, qui peuvent d'ailleurs évoluer, mais dont la constitution, dont la rigidification, si elle devait avoir lieu, serait un échec extrêmement important, non seulement pour la France, mais aussi pour l'ensemble du monde, car cela nous conduirait vers une nouvelle période de conflits au niveau mondial extrêmement important. Le seul problème, et je terminerai là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, la politique étrangère française est sous la contrainte européenne, et que cette contrainte européenne, malheureusement, se fait sentir essentiellement par des limitations, des interdits et des observations qui ne peuvent pas être appliquées en matière de politique internationale, ce qui, aujourd'hui, repose dans un cadre certes différent, mais repose de manière extrêmement urgente, la question de la combinaison
d'une politique étrangère indépendante de la France et de l'appartenance de la France à l'Union européenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques Sapir. Vous m'avez fourni ma transition, puisque Jean-Pierre Lafont va non seulement nous parler du monde chinois, où il a été ambassadeur, mais de l'Europe, qu'il connaît bien, puisque je l'ai dit, il a été secrétaire général du Quai d'Orsay. Et donc, Jean-Pierre, si vous voulez dire commencer par l'Europe, oui. Et ensuite nous parler un peu du monde chinois. Vous avez la parole pour 5 minutes. Merci. La première chose, je dirais, prenant évidemment l'opposé du titre du colloque, il n'y a pas de diplomatie totalement indépendante. Ça n'existe pas. Même Richelieu avait besoin de l'appui des Suédois pour combattre la maison des Habsbourg. Donc aujourd'hui, nous avons une diplomatie avec des alliances, et la première alliance, c'est l'Union européenne. Et je dirais l'Union européenne, et là je vais à l'encontre totale d'un des exposés, nous impose des contraintes que l'on connaît, notamment en matière économique et budgétaire, mais l'Union européenne aussi est notre force, car nous avons su choisir de transférer une partie de nos ambitions dès De Gaulle au sein de l'Union européenne. C'est notre force, parce que comment voulez-vous que la France, de 65 millions d'habitants, résiste face aux grands ensembles qui se constituent de par le monde? Je parle bien sûr des États-Unis, je parle de la Chine, je parle demain évidemment de l'Inde et d'autres ensembles. Donc c'est notre force, l'Union européenne. On ne pourrait pas aborder le problème des migrants, par exemple, sans avoir l'Union européenne. On ne pourrait pas avoir une politique d'espace sans l'Union européenne. Le drone, par exemple, je vois, a été signé hier ou avant-hier un accord sur le drone européen, et on n'aurait pas pu le faire nous-mêmes. D'ailleurs, on voit déjà le retard que l'on a. Donc, transférons nos ambitions à l'Union européenne, et ceux qui se plaignent de l'Union européenne, c'est que nous ne sommes pas assez présents au sein de l'Union européenne. Voilà, c'est ça ma conviction. Deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il faut nous donner les moyens de notre politique. Vous avez dit que j'étais ambassadeur de Chine. Deng Xiaoping disait qu'il faut compter sur ses propres forces. Voilà. Eh bien, compter sur ses propres forces, c'est d'abord savoir, nous, la France, qui nous sommes et qui nous voulons être. Et pour ça, c'est un problème d'existence, d'essence. Je vais prendre à l'opposé un autre pays qui ne sait plus qui il est. C'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, je le dis en anglais, la Grande-Bretagne has lost an empire and has not yet found a role. C'est la grande phrase de Dean Acheson en 1949. Eh bien, la Grande-Bretagne n'a toujours pas trouvé de rôle à jouer. Elle se dit qu'elle a un lien spécial avec les États-Unis. C'est du bidon complet. C'est ce que a vendu Tony Blair. Il n'y a pas de lien spécial avec les États-Unis. Elle est sous la domination américaine. Aujourd'hui, elle nous fait le chantage à l'Europe. Je vais quitter l'Europe. Eh bien, qu'elle quitte l'Europe. Et c'est la fin de la Grande-Bretagne, puisque l'Écosse rejoindra. Donc nous n'avons pas de chantage britannique possible. Il faut en être très clair. Bon, deuxième chose, compter sur ses propres forces, ça veut dire dans un monde qui change à une vitesse extraordinaire, être à la pointe de la technologie. Et là, je voudrais dire, j'apprécie énormément le plan présenté par M. Macron il y a 3 jours. C'est vraiment, et d'ailleurs, ça répond à M. Rochet, il y a la vie durable dans ce plan. Les 9 points du plan Macron, c'est des points essentiels pour la diplomatie française de demain. Wen Jiabao a dit devant moi et à Dominique de Villepin, il y a 3 grands pays en Europe, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France. Il a dit les qualificatifs pour l'Allemagne. Et pour la France, il a dit la technologie. Donc, sachons-le, nous avons une image de technologie et il ne faut surtout pas la perdre. C'est ça, une condition de notre diplomatie de demain. Politique économique, évidemment, dans l'Union européenne, et le fait d'être dans l'euro nous donne quand même une force, car imaginez le sort du franc il y a 3 ans si on n'avait pas été dans l'euro. Et d'ailleurs, on joue notre rôle à la Banque européenne, c'est M. Draghi, qui est, je trouve, un excellent président de Banque européenne. M. Benoît Cœuré joue pleinement ce rôle au sein de la Banque européenne. Politique démographique.
Alors là, je dis attention, nous vantons d'être un des seuls pays d'Europe qui a encore une bonne démographie, mais quand même, nous sommes face à une Égypte qui aura 150 millions d'habitants demain, une Turquie qui en aura plus de 100, un Iran qui en aura plus de 100. Donc, politique démographique, une Europe qui perd sa démographie est une Europe qui meurt. Et là, j'ai apprécié le livre de M. Mélenchon sur le hareng de Bismarck, sur l'Allemagne, dans lequel il dit l'Allemagne n'aime plus la vie. C'est quelque chose qu'on a réfléchi. Et enfin, politique d'attractivité, nous sommes dans un monde qui, évidemment, est un monde fini, des ADG Valérie. Alors, avec l'Internet, les mouvements, les migrants, on voit, politique d'attractivité. Donc, soyons attirants. Et le classement de Shanghai, au lieu de critiquer le classement de Shanghai, faisons notre propre examen de conscience sur notre manque d'attractivité, nos universités, nos grandes écoles, alors qu'elles sont parfois remarquables, et dans le domaine des logiciels, des mathématiques, des technologies. Nous sommes à la pointe si nous voulons mettre tout en œuvre. Colbert disait, laissez les Français faire les choses, ils transforment les choses en or. Il était pourtant colbertiste. Eh bien, laissons-les faire. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur Girard. Il faut le vouloir, je le répète, c'est le message. Il faut vouloir qui nous sommes et il faut vouloir ce que nous voulons. C'est un message important. C'est un message important, monsieur l'ambassadeur. Vous l'avez fait très bien passer. Je vous en remercie. Et surtout, vous m'avez aménagé une transition exceptionnelle pour mon ami Pierre Conessa, qui m'a dit que précisément, il voulait insister aujourd'hui sur l'importance de la puissance économique dans les questions stratégiques générales. Pierre, tu as la parole pour 5 minutes. Merci Renaud. Un de mes profs disait qu'un bon exposé, c'est une brève introduction, une conclusion très forte et rien entre. Et donc je vais passer directement à la conclusion. Non, la France ne peut pas avoir de politique indépendante. Ne peut pas avoir de politique indépendante, d'abord pour des raisons économiques, mais la liste a été faite assez longuement par tous les intervenants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons les attributs de la puissance sans les fondements de la puissance. Et donc ce qui me frappe un peu, parce que moi je suis plutôt un spécialiste de la non-décision publique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on évite les problèmes. J'ai écrit un bouquin sur comment ne pas prendre de décision, notamment si on veut survivre en politique. Et donc ce qui me frappe, c'est cette espèce de playback qu'on est en train de vivre entre le discours que nous tenons et la réalité qui est derrière. Vous savez, c'est comme dans le temps quand la télévision avait ce décalage entre le son et l'image, et nous on a que le son, si vous voulez, on ne regarde plus l'image. Alors, pourquoi? Si vous voulez, parce que les caractéristiques des problèmes ont totalement interpellé notre administration qui ne s'est pas adaptée. Je vais prendre des exemples. L'affaire BNP Paribas est l'exemple même, si vous voulez, d'une sanction financière imposée par le juge système américain pour tétaniser toutes les banques françaises, que surtout elles ne sortent pas des clous, en particulier pour aider les entreprises françaises à retourner en Iran. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune banque française qui ne veut bien se prendre le risque d'aller en Iran parce que la sanction tombera sur un qualificatif tout à fait accessoire. Hein. Vous avez fait en Indonésie une transaction en dollars avec une filiale qui se trouvait dans les îles anglo-normandes. C'est pas grave, vous êtes justiciable de la justice américaine. Donc là, 9 milliards, la France proteste, on descend à 8 milliards et demi. Quand même. Autre affaire, Alstom. Une magnifique opération d'intelligence économique. On commence par effectivement mettre un procès sur le dos d'Alstom pour une opération menée en Indonésie par une filiale qui se trouvait, je ne sais plus, etc. Et puis ensuite, vous avez avec l'alliance de M. Cron, la baisse des actions d'Alstom, et puis tout à coup, un chevalier blanc qui se présente, qui s'appelle General Electric, dirigé dans sa section Europe par une ancienne ministre de la République, et donc, hop, vous avez une partie d'Alstom qui disparaît. Donc là, vous avez des opérations qui articulent une justice intérieure avec le principe d'exterritorialité contre lequel nous n'avons strictement rien fait, une action économique et une action politique, et évidemment, dans ce cas-là, comment voulez-vous qu'avec notre organisation administrative, nous puissions nous adapter à ça? Il faut donc changer notre modèle colbertiste. Alors, il y a deux domaines dans lesquels, effectivement, je trouve que le décalage de playback entre le son et l'image est encore très fort. C'est celui de nos affaires étrangères et celui de la défense. C'est les deux sujets que je connais un peu. J'ai fait 5 administrations, mais enfin, c'est ceux-là que je connais un peu le mieux. Je ne parlerai pas de l'éducation nationale, ça a été fait. La thématique des affaires étrangères, c'est la France, membre permanent du Conseil de sécurité et puissance nucléaire, en un seul mot. Une fois que vous avez dit ça, vous pouvez dire n'importe quoi, parce que vous expliquez que la France a des responsabilités. Mais la France a aussi des intérêts. Et donc on ne va pas d'un seul coup jouer, si vous voulez, sur le fait que ce siège nous conditionne notre posture. Il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on veut faire de ce siège. Ce n'est pas le seul fait d'y être assis, c'est de savoir encore une fois en quoi ça va servir nos intérêts. Dans l'image, si vous voulez, du playback que j'essaie d'analyser avec vous, si vous voulez, les comparaisons historiques sont importantes.
on est dans la situation de Venise du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'on vit très bien des richesses accumulées, éventuellement de l'endettement. N'oubliez pas quand même que l'endettement se creuse à chaque fois qu'il y a un gouvernement qui succède au précédent, en accusant avec le droit de bilan, si vous voulez, le fait que le précédent a laissé les caisses vides. Mais on arrive quand même à les remplir à nouveau en s'endettant à nouveau. Donc avec cette dette, dont l'analyse a été faite avec des exemples historiques, on peut encore vivre un certain temps sur les apparences du pouvoir. L'Empire ottoman du début du XXe siècle, la Russie tsariste début du XXe siècle, enfin l'Empire austro-hongrois début du XXe siècle, on est dans cette situation-là. Et donc, on a une politique étrangère sans avoir les moyens de cette puissance. Alors, je vous en cite des exemples. J'étais récemment en Iran, toutes les voitures allemandes sont neuves, les voitures françaises sont vieilles. Bon, alors je me dis, tant pis, les sanctions sont fortes, les Iraniens n'auront pas les voitures françaises, ils sont bien punis. Vous voyez un peu la situation, ridicule. On était sorti une fois d'une réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies pour les sanctions à l'égard de l'Iran, et on a voté une décision absolument stupide qui était l'élargissement et l'approfondissement des sanctions. Élargir et approfondir les sanctions, ça veut dire les rendre incontrôlables et les rendre totalement aveugles. Et donc, on a réussi à fermer l'usine d'Aulnay de Peugeot en sanctionnant l'Iran. C'est quand même un magnifique résultat. Autre exemple, si vous voulez, je reste sur le domaine de la politique étrangère, l'Arabie Saoudite, formidable exemple de pays sur lequel on s'est interdit de faire du renseignement pendant des années, puisque c'était un pays allié, qui est le seul pays de la région qui aujourd'hui n'accueille aucun réfugié des crises syriennes et irakiennes. Ils sont même en train de construire un mur de 800 km pour empêcher que des réfugiés pénètrent sur le territoire. C'est-à-dire le pays dans lequel il y a de l'argent et de l'espace, et le seul qui, en plus, comme vous le savez, c'est le docteur Frankenstein qui a donné naissance au monstre qu'on est en train de combattre, et qui n'accueille aucun réfugié sur son territoire. Bon. Donc je ne sais pas comment on discute, de quoi discute-t-on avec le roi d'Arabie Saoudite quand on le rencontre, mais évidemment pas des droits de l'homme, évidemment pas de la politique extérieure saoudienne, évidemment pas de l'engagement de l'Arabie Saoudite dans la lutte contre Daesh, parce que n'oubliez pas que l'Arabie Saoudite n'engage moitié moins d'avions que la France, c'est-à-dire autant que le Danemark et la Hollande additionnés. Par contre, elle en met 2 fois plus contre les chiites du Yémen. Bon, donc j'arrête sur le domaine de l'Arabie Saoudite. Dernière remarque, encore une fois, pour notre outil diplomatique, on voit bien qu'avec le cas de l'Arabie Saoudite, la politique religieuse est devenue un élément extraordinairement puissant de la politique extérieure, et nous on continue à faire de la politique des droits de l'homme, enfin pas avec l'Arabie Saoudite évidemment, mais on continue à regarder, si vous voulez, les éléments de notre propre puissance sans avoir les moyens d'analyser les outils d'influence qui sont utilisés par d'autres, en particulier l'Arabie Saoudite. Deuxième domaine, pour en terminer dans les 5 minutes qui me sont données, la défense. On continue à vendre un concept d'Europe de la défense, mais on a un concept stratégique d'intervention extérieure qui ne plaît pas du tout à nos camarades de l'Union européenne. Et d'ailleurs, les 3/4 de l'Europe ne sont pas en Irak. C'est donc que la façon dont nous expliquons que l'Europe de la défense doit être construite n'a rien à voir avec la vision de sécurité des autres pays qui ne pensent pas que leur sécurité se joue en Irak. Alors, Lévinas a eu une phrase très intéressante après la deuxième guerre du Golfe, l'intervention de libération du Koweït, disant avec Clausewitz, la guerre était la continuation de la politique par d'autres moyens. Mais avec George Bush, c'est la continuation de la non-politique par d'autres moyens. Et c'est exactement le glissement qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire, on remplace la politique par de l'action militaire. Et la France est ivre d'intervention militaire aujourd'hui. Alors évidemment, à la fin, elle constate que son outil militaire est épuisé. Et encore une fois, elle est épuisée parce qu'il est surutilisé. Alors on a le scénario classique, oui mais en Mali, regardez comme c'était bien. Les Américains disaient la même chose dans la première phase de la guerre en Irak. Regardez comme c'est bien, on les a libérés, ils ont plus Saddam Hussein. Bon, ils n'avaient plus ni l'eau, ni l'électricité, ni l'eau courante, ni la police, ni les forces armées, mais ils devaient être contents parce qu'il y avait la démocratie. Donc encore une fois, arrêtons cette espèce de vision qui fait que l'outil militaire n'est pas un outil en soi, c'est un élément d'une politique extérieure. Alors, j'en termine sur la thématique budgétaire. Si je quitte ce colloque, dans lequel j'entends qu'on a tort de sacrifier sur notre budget de politique extérieure, qu'on a tort de sacrifier sur notre budget de défense, que je vais dans un colloque sur la culture, j'entendrai qu'on a tort de sacrifier sur la politique culturelle, et si on allait à un colloque hospitalier, on expliquerait qu'on a tort de sacrifier sur la politique de santé. Mais on est encore une fois dans une thématique du mur des lamentations, alors qu'on ne veut pas s'attaquer à la question de fond, et ça c'est la responsabilité des hommes politiques. Il faut tenir à la France un discours du sérieux et pas de l'ambition, il faut rectifier et il faut appliquer, si vous voulez, des réformes de fond dans ce pays. On ne retrouvera les éléments d'une politique indépendante que le jour où on aura une économie qui ne nous mettra pas sous la dépendance d'autres. Et là, après ça, on pourra peut-être reparler d'un colloque dans quelques années. Je vous remercie. Merci. Pierre. Merci beaucoup, j'apprécie ça, parce que, effectivement, la politique étrangère du général de Gaulle s'est déployée à partir du moment, elle a été pensée en même temps, mais elle s'est déployée à partir du moment où les comptes publics ont été remis en ordre dès le début de l'année 1959.
maintenant, je donne la parole à Loïc Henkin, ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, pour qu'il nous explique quels sont les principes qui doivent fonder une politique indépendante de notre pays. Loïc, tu as la parole pour 5 minutes. Merci beaucoup. Je dépasserai peut-être. Hein. Merci beaucoup. J'ai en fait entendu beaucoup d'interventions sur lesquelles je suis absolument d'accord. En entendant mon ami Pierre, je pensais à ce dicton qui disait « Quand je me contemple, je me désole. Quand je me compare, je me console ». Et voilà un peu la situation s'agissant de la politique étrangère de la France. Car il n'y a pas plus de politique étrangère européenne qu'il n'y a de politique de défense européenne. Il n'y aura pas de politique étrangère européenne dans un futur proche. C'était déjà difficile à 9, c'était encore plus difficile à 15, maintenant à 28 ou à 35. Oublions cette notion. Il y a un service européen qui est mis en place, mais il n'y a pas de politique européenne. Alors moi, je veux me concentrer un peu sur ce que sont, à mon avis, les impératifs pour avoir toujours une politique relativement indépendante par rapport à celle de certains pays qui nous entourent et qui n'en ont pas du tout. Bien entendu, moi, ma génération, on a été baigné dans le gaulo-mitterrandisme. Hein. Moi, si je suis devenu diplomate, alors que j'étais un Français de la première génération, que j'avais aucun contact à Paris, etc., c'est parce qu'il y a eu la décision du général de Gaulle de quitter les organismes intégrés de l'OTAN et son discours de Phnom Penh. Et donc, moi, je n'ai jamais oublié ça. Et quand j'ai travaillé avec François Mitterrand, j'étais dans la même optique. Donc, quelles sont les conditions nécessaires pour avoir une politique relativement indépendante? C'est d'abord maintenir et, si possible, renforcer ce qui justifie notre rang, c'est-à-dire notre statut de puissance nucléaire. Ça a été exposé par un orateur lors d'une table ronde précédente, je crois que c'est nécessaire de sanctuariser les budgets de la défense qui ont commencé, je le rappelle, à être mis en péril lorsqu'on a décidé, ce qui était une erreur majeure pour moi, de supprimer la conscription et le service militaire. Maintenant, on se rend compte que peut-être qu'on aurait dû réfléchir avant. Bref, ne revenons pas là-dessus. La deuxième chose, c'est de maintenir et renforcer notre rôle au sein des Nations Unies, au Conseil de sécurité. À ce propos, je dois dire que j'ai été stupéfait quand j'ai vu que le Quai d'Orsay voulait aller aux Nations Unies pour essayer de voir de quelle manière on pouvait affaiblir le veto. Ce qui est une absurdité, parce que la Chine et la Russie ont déjà compris, après ce qui s'est passé avec la résolution 1793 sur la Libye, qu'ils ont besoin du veto. Et d'autre part, je rappelle simplement que le pays qui a le plus utilisé le veto depuis 1945, ce sont les États-Unis, qui ont près de 100 vétos, alors que nous, on en est à 7 ou 8 ou 9. Le dernier, c'est moi qui l'ai fait mettre. Et je me suis fait, d'ailleurs, gronder par le président de la République à l'époque, à cause de mon voisin de droite. Donc, dès qu'il s'agit du Moyen-Orient, d'Israël-Palestine, les Américains mettent le veto. Il ne faut pas imaginer qu'ils vont l'abandonner comme ça. Donc, oublions ces folies. Alors, mon deuxième point serait que de retrouver une cohérence perdue, et une cohérence perdue depuis 25 ans. Hein. Dans la séquence 89-91, Boris Yeltsin, qui a été beaucoup critiqué, notamment pour sa politique économique, qui a conduit la Russie d'ailleurs à la cessation de paiement en 1999. Hein, je rectifie un point qui a été évoqué tout à l'heure. Les années 90 n'ont pas été formidables dans le domaine économique en Russie. Mais il a eu en tout cas une idée qui était une idée sensée, c'est que, bien entendu, la guerre froide était terminée, que l'Union soviétique avait perdu dans un sens, et que du côté de l'Ouest, le péril communiste avait diminué. Donc, il a décidé de dissoudre le pacte de Varsovie.
ce qui était la sagesse. Du côté occidental, on n'a pas eu les mêmes idées. Sauf un, et là je ne suis pas d'accord avec Jacques Sapir, parce que j'ai vécu la période auprès du président de la République française, il n'y a que François Mitterrand qui tout de suite a dit « l'OTAN, ce n'est plus le problème ». Le président Bush père avait voulu venir débriefer à Bruxelles, à l'OTAN, les Occidentaux, après la rencontre de Malte entre Gorbatchev et lui-même. Quand j'ai dit ça au président, il m'a dit « il n'est pas question que j'aille à Bruxelles, organiser quelque chose avec Gorbatchev ». Ça a eu lieu à Kiev au début décembre 1989. Et ensuite, quand il a lancé l'idée de confédération européenne, c'était pour reprendre aussi une idée de Gorbatchev, qui était la grande maison européenne, et malheureusement, ça n'a pas été compris ni par les États d'Europe centrale et orientale, ni par d'ailleurs le milieu politique français. Donc ce que je veux dire, c'est que l'OTAN n'avait plus de raison d'être à partir de 89. L'OTAN avait été créée pour lutter contre l'Union soviétique et contre la propagation du communisme. Et on continue à vivre avec cette présence de l'OTAN, qui d'ailleurs nous empêche aussi d'avoir une politique européenne de défense. Donc je crois que là, il y a eu une erreur, d'autant que l'OTAN a décidé d'intégrer tous les pays qui étaient riverains de la Russie. Il y a quelque temps dans la presse, j'ai vu « Ah, Vladimir Poutine veut créer un glacis autour ». Mais c'est nous qui avons créé le glacis autour de la Russie. Ce sont les Occidentaux, c'est pas du tout Vladimir Poutine. Donc il faut avoir ça à l'esprit. De cohérence également à retrouver dans l'invocation des valeurs occidentales. Alors les droits de l'homme, la démocratie, etc. Les droits de l'homme, on voit ce qu'en a été fait par la plus grande puissance, hein, par les Nations Unies, par les États-Unis. Hein, Guantanamo existe toujours. Il y a une centaine de types à Guantanamo qui, depuis 13 ans, n'ont vu ni un avocat ni un juge. Alors, l'habeas corpus, hein, moi, quand j'ai fait mes études, on me disait ah, les pays, la Grande-Bretagne, les États-Unis, c'est l'habeas corpus. Maintenant, c'est le non. Il y a une préposition qui manque, non habeas corpus. Je dis ça pour ceux qui regrettent les classes bilingues. Il en fait du latin et du grec moi-même. Donc, il faut être très prudent dans l'utilisation de ces valeurs occidentales. On critique beaucoup l'Iran, mais l'Iran a quand même réussi à organiser des élections pour se débarrasser d'Ahmadinejad. Alors, est-ce que c'est le cas au Qatar et en Arabie Saoudite, comme le disait Madame tout à l'heure en posant une question? Donc, attends, je ne comprends pas encore. Il y a d'autre part les respects des frontières. Les respects des frontières, j'ai découvert il y a quelques années qu'on défendait davantage les frontières fixées par des dictateurs soviétiques plutôt que ce qu'avait dit la Charte de Paris. La Charte de Paris, on défendait l'intégrité territoriale des pays européens. C'était en novembre 1990. 3 mois plus tard, l'Allemagne, le Saint-Siège, décidait que la Yougoslavie n'avait plus de raison d'être. Et on a cité le cas du Kosovo. Donc je crois qu'il faut retrouver d'ailleurs le minimum de culture historique. On l'a vu à l'époque de l'Ukraine, on l'a vu à l'époque du Kosovo. À l'époque de l'Ukraine, j'étais stupéfait de voir, et je ne suis pas le seul parce que Hélène Carrère-Dancos a beaucoup écrit là-dessus, que la plupart des dirigeants européens occidentaux ignoraient que la Crimée n'avait jamais été dans l'Ukraine. Hein, la Crimée était dans l'Empire ottoman jusqu'à Catherine II en 1783, et ensuite c'était la Russie, et nous-mêmes, Français, nous avons combattu et nous avons eu de fortes pertes au moment de la guerre. Alors je conclus pour dire qu'il faut savoir, dans les alliances qu'on a, s'opposer, continuer à s'opposer, comme l'avait fait le général de Gaulle en 1966, comme l'a fait François Mitterrand quand il s'est opposé à la guerre des étoiles de Reagan, comme l'a fait Jacques Chirac en 2003. Et je pense que cette volonté de s'opposer, on aurait dû s'opposer à la poursuite des sanctions à l'égard de la Russie. Et nous ne l'avons pas fait.
Donc nous devons nous efforcer de retrouver cette autonomie de décision par rapport à nos partenaires de l'Union européenne ou de l'OTAN. Merci beaucoup. Ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, on voit historiquement que quand on s'oppose, quand on sait être un bon allié, comme le général l'a montré sur la crise de Cuba ou la crise de Berlin, mais quand on sait aussi s'opposer intelligemment, on gagne le respect, et du respect naît l'influence. Je vais vous donner cet exemple. Il y a eu le discours de Phnom Penh, dont Loïc a parlé, il y a eu la conférence de presse de 65 sur le privilège exorbitant du dollar, il y a eu le discours du Québec libre en 67, il y a eu la conférence de presse à l'automne 67 sur le problème israélo-palestinien. Il y a eu toute la tournée en Amérique latine, la mano et la mano. Il y a eu des postures, il y a eu bien sûr le retrait des organismes de l'OTAN, enfin de la structure militaire de l'OTAN. Ces marques d'indépendance très fortes, qui ont été critiquées par la presse américaine et anglaise et même française à profusion, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau président qui est élu en novembre 68 aux États-Unis. Il prend ses fonctions en janvier 69. Quel est le premier voyage qu'il fait? C'est pour la France du général de Gaulle. En février 69, le premier voyage de Richard Nixon est pour la France du général de Gaulle. Et il va lui dire, c'est Kissinger qui me l'a confié, il va lui dire, mon général, sur la politique orientale, moyenne-orientale, parce que le général lui réexplique sa rencontre avec Abba Eban et sa conférence de presse, je suis parfaitement d'accord avec vous. Donc, ne pas croire qu'une politique indépendante pourrait briser nos alliances. Y a-t-il des questions dans la salle avant que je passe la parole au député Jacques Millard, parce qu'il faut quand même que les représentants de la nation s'expriment. Madame, vous vous présentez, c'est des questions courtes, hein, c'est pas des allocutions, c'est des questions. Madame, c'est moi, non? C'est bon? Bon. Adeline Chenon-Ramla. Attendez, un instant, là-bas. Allez-y, si vous avez une micro, parlez. Voilà. Bonjour, je suis Adeline Chenon-Ramla, je suis journaliste indépendante. J'avais une question pour Monsieur Nicoulot. Simplement, vous avez, je pense avoir compris votre intervention. Je l'espère en tout cas. Il y a quelque chose que je n'ai pas du tout compris. C'est que donc, bon, en effet, nous sommes très cohérents. Si le pivot du monde arabe, pour nous, a toujours été l'Arabie Saoudite, mais vous avez dit aussi que nous avions toujours été un peu le poil à gratter du Moyen-Orient. Et j'aimerais savoir en quoi nous sommes le poil à gratter de la Syrie actuellement. Les Américains. Un peu le poil à gratter. Nous sommes l'allié rétif des Américains. Oui, mais d'accord, mais là, par exemple en Syrie, en quoi ça s'illustre ce que vous dites? Non, mais il faut. Là, on va répondre immédiatement aux questions. En Syrie, en fait, nous avons été abandonnés en fait en race campagne par les Américains parce que nous avons appelé, enfin le président de la République a appelé publiquement à l'été 2013 à frapper, à faire des frappes aériennes sur la Syrie. Et puis ensuite, il y a eu le vote de la Chambre des communes qui a interdit au gouvernement Cameron de le faire. Et ensuite, il y a eu un retrait des États-Unis puisque Obama a dit « Ah, il va falloir demander l'avis du Congrès ». Et ensuite, il s'est arrangé directement avec les Russes, sans nous consulter et sans nous inviter à Genève. Il s'est directement arrangé avec les Russes, à la rencontre Kirill Lavrov de Genève, pour abandonner toute idée de frappe sur la Syrie et avoir cet accord sur le désarmement chimique de la Syrie. C'est pour cela que nous avons été un poil à gratter, mais un poil à gratter qui a tout d'un coup été mis tout au fond du placard. Cela dit, heureusement qu'on n'a pas bombardé les sites chimiques syriens, hein, parce que je ne sais pas comment on aurait fait. Hein. Exactement. Oui, bonjour à tout le monde. Mon nom est Micheline Zegouani et le père Michel Lelon, qui a dû partir prématurément, m'a prié de vous signaler qu'il n'avait pas obtenu de réponse à la question concernant la Palestine. De mon côté, j'ai juste une petite remarque personnelle et linguistique à faire à monsieur qui est assis en face avec des lunettes. Il a employé le mot joke
C'est inacceptable, monsieur ici. Monsieur Millard, qui est un agent bien connu des Américains, va être condamné à 10 coups de fouet. Bon, alors, monsieur. Tiens. Madame, là. Madame. Allez-y, madame. Voilà. Alors, l'intitulé de ce colloque, c'est La France peut-elle retrouver une diplomatie indépendante? Monsieur Mien, je pense qu'on aurait dû annoncer la mort de la diplomatie déjà depuis les bombardements de la Libye. Et je ne suis pas d'accord quand on compare la politique extérieure de la France aujourd'hui comme une continuité. Elle ressemble en rien à celle de François Mitterrand ou celle de Roland Dumas, et l'histoire montrera que c'est peut-être la diplomatie la plus catastrophique qui a été pratiquée par Laurent Fabius, par le Quai d'Orsay, à l'égard des pays comme la Russie, où seulement 4 lignes, un communiqué du Quai d'Orsay pour commémorer le 70e anniversaire de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale, où les Russes ont perdu 25 millions de Russes, de citoyens russes, et je suis vraiment très triste, pourtant je suis française et depuis 30 ans et je suis journaliste indépendante. Alors pour ce qui est des bombardements sur la Syrie, vous allez danser aujourd'hui, Palmyre est tombé, et je pense que Daesh fera ce que les Américains n'ont pas pu faire. Donc la coalition n'a rien fait comme travail contre Daesh, ni en Irak, ni en Syrie. Bon, alors maintenant je prends des questions. Hein. Là, c'était une allocution fort juste, en tout cas fort intéressante, mais on n'a pas le temps d'inventer des nouveaux orateurs. Monsieur là. Oui. Oui, enfin. Bonjour. Oui, et après monsieur. Donc, Al-Kati Bamran, citoyen franco-français, président de l'Assemblement pour la Syrie. On a remarqué que la majorité de vos intervenants, ils ont souligné la difficulté importante financière de la France. Donc, M. Lafont, il a posé la question, qui sommes-nous? Donc, moi, ma petite question, il s'agit si la France, elle vend son âme pour récupérer quelques dollars, qui devient-elle après ça? Merci. Qui devient-elle la France après la vente de son âme? Alors, bien connaissant, tu vas peut-être répondre à ça. Est-ce que la France a-t-elle vendu son âme? Ses armes, tu veux dire? Son âme. Ah, pardon. Non, je crois qu'il ne faut pas... Je réponds à cette question ou pas? Oui. Bon, on peut prendre une deuxième question. Bernard Cornu, est-ce que chacun d'entre vous peut répondre très simplement, est-ce qu'il est d'accord pour que la France se mette à côté et payer, la France et les autres pays européens, le plus possible, se mettent à côté le pétrole en euros par mètre cube, ne serait-ce que parce que le baril n'est pas une unité du système international, donc illégal. Ça renforcerait la France, ça nous ferait des alliés, et ça affaiblirait les surpuissances. Je prends une troisième question, madame, là-bas. Je rebondis sur les difficultés financières de la France qui a refusé la vente de 70 Airbus à la Syrie sous prétexte de sanctions et qui continue à maintenir des sanctions unilatérales contre la Syrie. Est-ce que vous avez une question? C'était ça. Je pose la question concernant justement le refus de la France de vendre 70 Airbus à la Syrie qui ont été commandés sous prétexte de sanctions et d'application de sanctions américaines. Encore j'ai une question là-bas. Oui, merci. Je suis Albert Salon, ancien ambassadeur. Je pose la question suivante qui est un peu un étonnement. Pourquoi, au cours de ce colloque, n'a-t-on pas abordé les deux éléments mondiaux de puissance de la France qui lui redonneraient une capacité de politique étrangère, à savoir un immense espace maritime de 11 200 000 km², le second juste après celui des États-Unis, et deuxièmement la francophonie. Parfait. Alors, François va répondre sur le Moyen-Orient et ensuite on va répondre sur les questions stratégiques générales. François.
Je vous répondrai volontiers, mais je n'ai pas très bien saisi la question. Enfin, j'ai senti beaucoup d'émotion dans l'intervention sur la Syrie, voilà. Mais à partir de là, je veux dire, l'émotion non plus ne fait pas une politique. La question qu'on se pose, est-ce que la France mène une politique indépendante dans la région? J'ai essayé de démontrer qu'elle le faisait. On peut prendre le biais contraire. Bon. Et une fois de plus, cette politique est critiquable. Et moi-même, je la critique. J'ai dit, moi, frustration de notre incapacité, finalement, à créer un équilibre. Moi, je suis désolé, monsieur. Bon, ben, allez-y. Attendez, c'est pas un débat, parce qu'on ne peut pas débattre. Mais quand même, moi, on a un ministre Attendez. des Affaires étrangères qui sponsorise un groupe terroriste, Al-Nosra, en disant qu'ils font du bon boulot. Laurent Fabius a dit que le groupe terroriste en Syrie, mais il a dit c'est la politique. On va pas réduire ce débat sur la politique étrangère vis-à-vis de la Syrie, ou la politique stratégique vis-à-vis de la Syrie. Nous avons tous compris, je crois que personne a compris que la livraison des armes aux rebelles avait été une erreur dramatique, puisque maintenant ces armes se sont trouvées immédiatement aux mains de l'État islamique, tout le monde le sait, mais on ne peut pas, ce débat n'est pas consacré à la Syrie. Alors je voudrais une réponse stratégique, et je vais commencer par Pierre Conessa, ensuite les autres intervenants. Votre question concernait la vente d'armes à qui, monsieur? Son âme. Elle a oui, vendu son âme contre quelques dollars. Mais contre quelques dollars, en échange de quoi? À quoi faites-vous allusion? C'est ça que je ne comprends pas dans votre question. Je fais une allusion, monsieur. La France, elle a participé à éliminer des milliers, même des centaines de milliers de personnes en Libye, en Syrie, au Yémen, pour vendre quelques rafales, pour toucher quelques dollars. Mais excusez-moi, monsieur, d'abord le rapport entre la Libye et les rafales me paraît pas évident, parce que je croyais qu'au contraire on voulait en vendre à Kadhafi, des rafales, bon finalement. Donc j'arrête là-dessus. Non monsieur, je crois que vous confondez deux choses, excusez-moi. Il y a une activité industrielle de France qui s'appelle l'industrie de l'armement, qui est une industrie qui a été voulue par le général de Gaulle, qui a toujours été une partie importante de la politique extérieure, mais il n'y a pas de lien mécanique entre la politique extérieure française et la vente d'équipements de défense. Si vous voulez parler des ventes de sous-marins au Brésil, si vous voulez parler de vente d'avions en Égypte, si vous voulez parler de la vente de bateaux à la Russie, encore une fois, vous avez une variété d'exportation d'armement et vous ne pouvez pas prétendre que la France vend son arme parce qu'elle a une activité d'exportation d'armement. Dernière chose, je termine là-dessus. Quand on vend des armes aux pays du CCG, on sait très bien qu'on ne vend pas des armes pour faire la guerre, on vend des anxiolytiques, c'est-à-dire qu'ils achètent des armes pour ne pas faire la guerre. Et donc c'est pas celle-là, c'est pas avec les rafales qu'on va faire de la répression intérieure. Je t'invite d'ailleurs à donner ta conclusion générale en 1 minute, parce que je vais demander aux autres intervenants de le faire. Tu as conclu là? Ah, moi c'est fini, je change de nationalité, quoi, c'est tout. Bon, Monsieur Lafont, vous avez la parole pour 1 minute pour... D'abord, je voudrais répondre à la question de Monsieur Salon. Sur la mer, vous avez tout à fait raison, c'est un grand atout, et la France, dans son histoire, sauf sous Colbert et sous Louis XVI, n'a pas véritablement considéré l'atout que lui donnait la mer. C'est incroyable que l'essentiel de nos marchandises dans le nord de la France passe par Anvers et Rotterdam. Nous n'avons pas les ports à la hauteur. Donc ça, je vous donne acquis. Sur la francophonie, je suis beaucoup plus réservé, parce que la francophonie, c'est un peu tout et n'importe quoi maintenant. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des États de la francophonie qui ne sont pas francophones. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la francophonie est aussi une limite. Parce que maintenant, il ne faut pas raisonner uniquement en termes de francophonie. Quand j'ai eu à faire revenir l'Institut Pasteur en Chine, j'ai dit au directeur de l'Institut Pasteur, surtout ne vous limitez pas à l'Empire français. Et donc, il est venu en Chine. Voilà. Ma conclusion, c'est que la France saura s'imposer si elle sait jouer des atouts formidables qu'elle a en termes de technologie, d'économie, si on la laisse faire, si on lui donne plus de liberté, et qu'elle saura s'imposer si elle est plus volontaire au sein de l'Union européenne et ne pas laisser à l'Allemagne le monopole. Mais pour ça, il faut qu'elle ait une économie forte, une technologie forte, des entreprises fortes. Merci, monsieur l'ambassadeur. Loïc, que j'ai injustement coupé dans son allocution, je lui en donne 1 minute pour conclure. Juste pour dire que nous saurons nous imposer
lorsque nous respecterons les contrats que nous avons signés, et notamment... Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne vous ai pas parlé d'un point très important, c'est la qualité des hommes. Or, il y a eu 20 ministres des Affaires étrangères depuis le début de la Ve République. Il y en a au moins un tiers qui n'était absolument pas fait pour le rôle. Nous avons eu une période noire au Quai d'Orsay entre 2004 et 2011, où nous avons perdu des compétences, nous avons perdu des crédits, nous avons perdu de l'organisation. Je prie pour que dans le futur, c'est le cas actuellement, nous ayons à la tête du Quai d'Orsay des gens de valeur, quelle que soit leur orientation politique. Merci. Très brillante point fait par Louis Guesquin. La parole maintenant est à François Nicoulot pour nous donner sa conclusion sur ce débat. Ma conclusion, c'est que la politique étrangère, la diplomatie est finalement beaucoup plus inspirée qu'on ne le pense par les passions, par les émotions que par une approche rationnelle des problèmes. Et on le sent même dans les questions de la salle, mais rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls à être passionnés. Les gens qui traitent, les professionnels de la politique étrangère et les hommes politiques qui s'en occupent sont également pris dans un tourbillon de passions et d'émotions qui font que voilà, les choses évoluent de façon tout à fait étonnante. Les crises se développent de façon imprévue. Et voilà, on est quand même très perplexe et très déçu souvent de ce type d'évolution. Mais après une longue carrière diplomatique, c'est la leçon que je tire. Et peut-être une deuxième chose qui vient un peu compenser cela, c'est que aussi on peut lire, en tous les cas, toute politique étrangère sous l'angle des intérêts ou des principes. En fait, il y a une combinaison des deux. Dans toute décision, dans décision d'alliance, dans décision de travailler avec tel ou tel pays, vous trouvez toujours une part d'intérêt, une part de principe. Évidemment, il est facile d'attaquer ce choix en prenant l'angle des intérêts. C'est ce qu'on a vu dans beaucoup de questions. Là, on vend son âme pour quelques dollars. Les choses ne sont quand même pas si simples que ça, précisément. Il y a une combinaison des deux, il faut l'accepter. C'est une loi de la vie, et notamment de la vie diplomatique. Merci. Merci beaucoup. Jacques Sapir. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. En fait, je voudrais intervenir sur deux points. Premièrement, sur la question, ça a été posé, des contrats sur le pétrole. Ça ne marche pas comme ça. Le problème, c'est que vous avez une monnaie de contrat et une monnaie de règlement. Le dollar restera, pour une très longue période, la monnaie de règlement, tant que les marchés du pétrole seront essentiellement aux États-Unis. Après, vous avez toute liberté pour établir les contrats en une autre monnaie. C'est que vous construisez un contrat, puis après vous le transférez en roubles, en euros, en francs si un jour on y revient, etc. Mais c'est deux choses complètement différentes. Ça, c'est pour le premier point. Deuxième point, je voudrais redire ici deux choses qui me semblent extrêmement importantes. La première, alors c'est peut-être un petit peu moins pour l'histoire. Je pense que François Mitterrand a fait, entre 90 et 91, toute une série d'erreurs sur l'interprétation et sur l'avenir de la transition. Je le sais parce qu'à l'époque, je travaillais pour le ministère de la Défense et que toute une série de notes que nous avons faites n'ont visiblement pas été lues à l'Élysée. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je voudrais insister sur le fait que nous sommes aujourd'hui contraints par un cadre européen qui n'a pas de politique étrangère, quoi qu'on en dise, et qui n'en aura pas. On peut le regretter. Si l'Union européenne était capable d'avoir une politique étrangère réellement indépendante et non pas soumise sur un certain nombre de points aux États-Unis, ce serait certainement une bonne chose, mais c'est un fait. Et donc, de ce point de vue-là, il faudra nécessairement que nous reposions la question de notre politique étrangère par rapport à l'Europe. Merci. Oui, monsieur, effectivement, sur votre réponse sur le dollar comme monnaie de réserve et de monnaie de règlement, notamment du pétrole.
moi, je n'ai pas la réponse. Je peux vous donner la réponse qu'a donnée Obama lors de sa première conférence de presse qui a eu lieu en mars 2009 à la Maison-Blanche. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, Monsieur le Président, le directeur de la Banque centrale de Chine a appelé publiquement à la constitution d'une autre monnaie de réserve et de règlement qui serait, avait dit le directeur de la Banque centrale chinoise, une sorte de DTS amélioré. On ne va pas rentrer dans la technique là aujourd'hui. Et je lui ai posé la question, est-ce que vous pensez que ça signifie la fin du règne du dollar comme monnaie principale de réserve et de règlement des échanges internationaux? Il m'a fait une réponse politique, c'est assez intéressant. Il m'a dit, non monsieur, je ne pense pas que ce soit la fin du règne du dollar comme principale monnaie de règlement et de réserve, parce que les États-Unis ont la constitution la plus stable du monde et le système politique et bancaire le plus transparent du monde. Il a fait une réponse politique. Et de fait, il faut reconnaître que quand il y a des crises, même provoquées par l'économie et les banques américaines, des crises terribles comme en 2008, où est-ce que l'argent aujourd'hui, on peut le regretter, où est-ce que l'argent va se réfugier? Eh bien, c'est précisément aux États-Unis, mais c'est tout un autre débat. Je vous remercie beaucoup et maintenant nous allons donner la parole parce que Jacques Millard a reçu ses 10 coups de fouet pour avoir prononcé le mot joke et d'accord voilà et monsieur le représentant de la nation, à vous de conclure ces débats. Ce sera une pré-conclusion et je vous en remercie. Je remercie tous les participants. Vous avez vu qu'il y a débat, parce qu'il doit y avoir débat. Et dans quelques instants, nous écouterons Xavier Bertrand qui vient d'arriver et que je salue. Alors, effectivement, moi j'y crois à une politique étrangère indépendante et à l'indépendance de notre pays. J'y crois à la condition, bien sûr, de le vouloir. Hubert Védrine, avec lequel je partage beaucoup d'analyses, à cette formule au début de son livre, il y a toujours eu une volonté française de vouloir, et tout est fondé effectivement sur cette nécessité. Et je crois que la structure du monde aujourd'hui nous donne cette chance. Nous sommes entrés, et ça n'a pas été dit encore jusqu'à présent, dans ce que nous appelons, en termes d'analyse, dans l'ère des puissances relatives. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de blocs, il n'y a plus d'hyperpuissance, puisque même cette hyperpuissance s'est cassée les dents en Irak ou ailleurs, et elle ne peut pas, à elle seule, imposer des solutions. Et lorsque Laurence Fabius, en commission des affaires étrangères, reprend une des idées que j'avais avancées, à savoir qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion, que c'est un monde sans pilote, il y a bien un peu quelque chose de vrai. Et donc, cette ère des puissances relatives est pour nous une possibilité de manœuvrer. Bien sûr que nous sommes tous interdépendants. Nous ne sommes pas sur Mars. Bien sûr que nous sommes dans l'Alliance Atlantique et que nous avons une culture. Bien sûr que nous sommes dans l'Union Européenne, même si, à mon sens, il va falloir remettre un peu les pendules à l'heure et rectifier la lourdeur de ces systèmes. Et j'ai beaucoup apprécié, effectivement, ce que disait Jean Guénasti quand il dit qu'il y a un processus d'alliance qui nous entraîne au-delà. Et je ne vais pas vous rappeler et livrer ici tout à fait publiquement ce que disent un certain nombre de ministres des Affaires étrangères en disant « nous sommes parfois entraînés par, je dirais, la solidarité européenne. » Et cette solidarité européenne, on l'a suivie, qu'on le veuille ou non, on l'a suivie dans l'Ukraine, on l'a suivie dans d'autres domaines où on suit parfois aussi les attitudes américaines. Donc il faut avoir la force de dire non, effectivement, car le non fondateur, il a toujours, je dirais, son essence dans l'histoire de l'humanité. Alors, il y a un deuxième phénomène qui a été très bien analysé, notamment par M. Quatre-Points tout à l'heure, c'est que nous sommes rentrés aussi dans un monde transnational, complètement transnational, c'est-à-dire que les États ne sont plus les acteurs de la société internationale et qu'il existe effectivement d'une manière transnationale des acteurs extrêmement puissants. Il y a bien sûr le crime organisé, il y a bien sûr les facteurs religieux et il y a la dérégulation et la finance internationale qui est devenue la seule internationale réelle aujourd'hui. Et là, il y a un vrai problème avec les normes et, je dirais, les multinationales. Alors, il y a cette question d'extraterritorialité de l'américaine. Mais je suis désolé, c'est facile de s'y opposer. On crée le rapport de force. Et je peux vous dire que j'ai justement appelé l'attention du gouvernement sur ce point en disant qu'il n'y a qu'à mettre les Américains à l'arbitrage. Parce que ces pratiques qui sont extrêmement ténues en tant que chef de juridiction
Comment voulez-vous véritablement justifier l'extraterritorialité de ce qui se passe entre une entreprise française, une entreprise anglaise et ce qui se passe en Indonésie sous prétexte qu'il y a une chambre de compensation aux États-Unis? Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route une seconde. Et donc il faut aller à l'arbitrage et recaler les États-Unis. Vous savez, les États-Unis, c'est comme beaucoup de choses dans ce bas monde, ça respecte ceux qui résistent. Moi-même, lorsque j'appliquais la loi de 80 sur les transferts de données, eh bien je peux vous dire que j'ai assisté moi-même en tant que commissaire du gouvernement à des entretiens de la SEC, la Security and Executive, l'équivalent de l'autorité de la COB effectivement à Paris, et lorsqu'ils venaient à Paris pour avoir des renseignements, j'y assistais et je disais non, vous ne poserez pas cette question car vous allez au-delà. Eh bien, ils s'exécutaient. Donc c'est une question de création de rapports de force. Et nous en avons les moyens, à condition d'en avoir la volonté et pas toujours suivre véritablement nos alliés sous prétexte que ce sont nos alliés. Les Américains ont une multiplicité d'intérêts, ont une multiplicité de politiques étrangères. À nous d'en faire autant et de créer les conditions de ce rapport de force. Voilà. Mais bien évidemment que nous sommes dans un monde d'interdépendants et que plus nous serons indépendants, plus nous ferons entendre notre voix, plus nous compterons, car c'est toujours la même chose. Si vous ne vous exprimez pas, on n'ira pas vous chercher. Merci.